Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation hors des murs. Je m'appelle Claire, je suis pédagogue par la nature, cofondatrice d'une association qui organise des ateliers dans les bois pour les enfants et qui porte également un projet d'école en forêt. Je crée des supports pédagogiques autour du monde vivant et je suis aussi et surtout maman depuis 2 ans. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode, seul ou accompagné. Parents, familles, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Les conversations avec ces invités ont pour ambition de faire découvrir davantage l'éducation des enfants en extérieur et de parler du lien à la nature si précieux pour leur développement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Pierre, animateur nature depuis 15 ans dans la vallée du Haut-Allier. Il y a 2 ans, Pierre a créé sa structure à travers laquelle il propose des immersions en nature pour les familles, les enfants, les adultes ou encore les groupes scolaires. Porté par sa passion pour les sciences naturelles, il s'est donné pour mission de sensibiliser petits et grands au monde qui nous entoure afin d'ouvrir les cœurs aux merveilles qu'offre la nature. Avec Pierre, nous avons parlé de l'importance d'accepter sa part de sensibilité pour se connecter au vivant, de la question du genre dans le rapport à la nature, et je dois d'ailleurs avouer que ça m'a vraiment donné envie de creuser le sujet. Nous avons également parlé de la différence entre le savoir et la connaissance dans la compréhension du vivant. Des outils aussi à disposition du pédagogue pour susciter l'émerveillement des adultes et des enfants. Enfin, initié depuis quelque temps à l'éco-psychologie, Pierre a pris le temps de nous présenter ce domaine. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Pierre! Bonjour Claire. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, d'autant que tu es la première voix masculine. Plaisir partagé. Je vais essayer d'honorer mon rang du masculin sensible pour ça alors. Pour commencer, Pierre, est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu te situes et ce que tu fais dans la vie ? Ouais, alors je suis animateur nature et animateur nature, je dis ça comme ça, mais je crois que je sais toujours pas vraiment comment s'appelle ou se définit mon métier quoi. Ça revient à la question de quand j'étais petit sur qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et je crois d'ailleurs, moi, quand j'étais petit, qu'il n'existait pas ce métier. C'est pour ça que je savais pas répondre. Parce que bon, j'ai 37 ans, je suis né en 86. Et animateur ou animatrice nature, mais je l'avais jamais entendu ou j'en avais jamais rencontré. Donc, c'est venu comme ça en premier dans mon parcours. Alors du coup, j'ai gardé l'appellation. Mais, en fait... je pourrais y mettre plus de poésie, plus de pédagogie, plus de nature ou d'humain dedans. Enfin, tu vois, par exemple, dans ma signature mail, je change mon, mon statut ou mon job ou mon blason, quoi. Je me dis, bon, alors attends, pour cette personne-là, je peux être dompteur de tétard. Ou alors, pour celle-ci, je peux être animateur nature. Enfin, bref. Du coup, je change, mais on va dire animateur nature, hein. Je crois que c'est quand même bien. Volet sensibilisation et pédagogie, ça me plaît, quoi. Voilà pour ce que je fais. Et t'habites où ? J'habite au cœur de l'Auvergne, euh, dans le département de la Haute-Loire, dans la vallée du Haut-Allier. Alors, l'Allier, c'est une grande rivière qui traverse une bonne partie de l'Auvergne, qui va du sud vers le nord et qui se jette dans l'océan Atlantique. Enfin, qui rejoint la Loire. Et la Loire se jette dans l'océan Atlantique. Donc on a 2 rivières jumelles chez nous, la Loire, l'Allier, qui se retrouvent toutes les 2 à Nevers. Et moi, je suis vraiment dans la partie amont, en tête de bassin versant, dans des gorges, quoi, dans une vallée assez sauvage qui s'appelle la vallée du Haut-Allier. Voilà. Mais ça se situe dans le département de la Haute-Loire. Donc c'est le Haut-Allier, pas dans le département de l'Allier. Ça brouille un peu les pistes, quoi. Il y a des fois quelques touristes perdus ici, mais voilà, donc pour être précis, c'est le département Haute-Loire 43, la vallée du Haut-Allier. Bon, je l'ai traversé quelques fois puisque j'ai une partie de ma famille qui habite dans le Cantal. Et moi, j'étais dans le sud de la région lyonnaise. Donc, j'ai eu l'occasion de traverser, de prendre les petites routes dans ces coins-là. Après, je m'y suis jamais vraiment arrêtée. Mais j'ai pu observer quelques paysages.
Ouais, ouais, ça mérite la petite escale, hein. C'est vrai que c'est un département perdu, quoi. On est là entre le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Lozère, la Haute-Loire, tout ça. Enfin, vraiment, ça parle pas, quoi. Mais ça vaut le coup de venir s'attarder parce qu'il y a une diversité, il y a une mosaïque de milieux et une diversité de paysages. Enfin, moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a attiré. J'ai grandi dans le département voisin, le Puy-de-Dôme, donc c'est à 70 kilomètres de là où j'habite aujourd'hui. Mais c'était déjà, il y avait un manque de ruralité, quoi, ou en tout cas un manque de nature dans le département où j'étais du Puy-de-Dôme où j'ai grandi et donc voilà, j'ai fait 50 kilomètres au sud, j'ai changé de département, j'ai choisi la Haute-Loire et c'est la vallée du Haut-Allier qui m'a adopté. Alors une question qui devient habituelle dans le podcast et que j'aime beaucoup poser, quels sont tes souvenirs d'enfance justement, mais tes souvenirs d'enfance avec le vivant précisément? Ouais, j'en ai des tonnes, des kilos de douceur et d'amour. Euh, Mes souvenirs d'enfance, il y a avec le vivant et avec les éléments. C'est vrai parce que j'ai beaucoup de souvenirs liés à l'eau. Alors, tiens, on reviendra là-dessus tout à l'heure d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on dit, la nature, le vivant, les éléments, tu vois? Parce que c'est vrai que si tu me dis des souvenirs liés au vivant, ça exclut la roche et l'eau et le soleil. Et pourtant, j'ai des souvenirs de galets, de falaises, de plages, de baignades d'eau vive ou d'eau dormante. Enfin, c'est des souvenirs liés à l'eau, des descentes en canoë, de grimper dans des aulnes glutineux, d'avoir cet arbre au bord d'un béal où je pouvais passer des heures dedans. J'ai des souvenirs de plongée sous-marine pendant les vacances en Corse quand j'étais petit. J'ai des souvenirs de tailler des branches. C'était l'époque des dessins animés à la Rahan, tu vois. Donc je me taillais un poignard dans des branches de lilas, je m'en rappelle. Et moi, j'ai des souvenirs de jardin aussi où ça sent la tomate chez mes grands-parents. Un tas de souvenirs vraiment. Je dirais même que mes souvenirs d'enfance les plus forts sont ceux liés à l'amour de mes parents, bien sûr, et à la nature. Alors avant qu'on entre dans des sujets de fond, est-ce que tu veux bien partager ton parcours jusqu'à présent de formation professionnelle pour qu'on sache ce qui s'est passé jusqu'à entre le moment où tu as décidé d'être animateur nature et puis aujourd'hui? Ah oui, avec plaisir, tiens. Au lycée, j'étais complètement perdu, hein. Collège, lycée, j'ai pris aucun plaisir dans l'épanouissement personnel, je crois. Enfin, je sais pas si c'est lié à l'adolescence ou à notre système d'éducation nationale. J'ai pas su trouver ma voie jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bac, hein, non. Donc, je savais toujours pas quoi faire. Du coup, je suis allé à la fac de bio et je savais toujours pas quoi faire. Bon, mais au moins on m'enseignait eh ben la diversité du vivant. Au moins j'étais dans une branche des sciences naturelles. Voilà. Euh, donc je suis content d'être passé par la fac de bio, mais alors l'époque où j'y étais, c'était la grande époque de la génétique ou de la biochimie et je voyais les camarades des promos du dessus qui arrivaient en master et puis finalement qui savaient toujours pas faire la différence entre un trèfle ou une luzerne, ou alors entre une salamandre et un triton. Et moi, à cet âge-là, j'avais quoi, 20 ans. Pendant mon parcours à la fac de bio, j'avais vraiment besoin d'une approche naturaliste, et ça manquait. Ça manquait cruellement dans le parcours de Doug ou de licence à l'époque. Et j'ai compris qu'il existait un BTS en gestion et protection de la nature. Alors vu que j'avais déjà mon bac plus 2 à la fac de bio, j'ai trouvé un coin de France où ils faisaient ce BTS en un an seulement. C'est-à-dire qu'il y avait plus le français, les maths et compagnie, on était vraiment sur les matières précises de gestion et protection de la nature. Et je suis parti à Morlaix en Bretagne pour faire une année de BTS et là, bah, ça a été la révélation. Enfin, quand je suis arrivé là-bas, je crois que ouais, j'en étais pas encore dans une approche approfondie. Je pensais que tous les oiseaux noirs étaient des corbeaux. Euh, je faisais peut-être pas la différence entre les grenouilles brunes et les grenouilles vertes. Enfin, voilà, la piste dit mammifère, ça me parlait pas non plus. Et pendant un an, on m'a orienté vers des réseaux, on m'a accompagné sur le terrain, on nous a, eh ben, dévoilé les
les secrets des guides naturalistes et puis les premiers livres, investir dans du matériel de terrain. Enfin, pour moi, voilà, ça a été la révélation. Et j'avais pas la fibre de gestionnaire non plus, c'est-à-dire le volet technicien de rivière, agent de parc naturel, national ou régional, ça m'appelait, mais j'étais pas, moi, mon truc, c'était la sensibilisation. Et je me souviens d'ailleurs, j'avais déjà passé mon BAFA depuis peut-être le lycée ou la fac juste après. Donc en parallèle de cette prise de conscience naturaliste sur voilà la diversité du vivant, eh ben je m'épanouissais dans la sensibilisation, dans la transmission, dans l'animation. Et l'animation, ça a été une grande révélation dans mon parcours. Je me souviens de ce jour où j'étais à Clermont-Ferrand pendant mes études à la fac de bio. Bah du coup, j'ai comment dire développé le rapport qui me manquait au vivant et à la nature. J'étais bénévole dans un centre de soins de la LPO et il y avait Laurent Lonchambon qui gérait le centre de soins à Clermont-Ferrand à ce moment-là et il était, je crois peut-être directeur d'un séjour ou d'un camp. Enfin, il m'a dit mais tu sais que dans l'animation il y a de l'animation nature. Moi j'avais dit ah bon quoi comment et en effet bah, bien sûr qu'on peut orienter ses projets pédagogiques sur le dehors, le vivant, les jeux de plein air. Et hop, j'ai fait les 20 kilomètres pour remonter la chaîne des Puits. Et j'ai découvert le CPIE Clermont-Dôme, un centre permanent d'initiative pour l'environnement, dans un petit village de la chaîne des Puits. Et là, bah, j'ai bossé pour la ville de Clermont-Ferrand dans le centre de loisirs des gamins de Clermont qui allaient 20 kilomètres plus haut, là, dans la forêt de la chaîne des Puits. Et elle était là la révélation pour moi, de me dire, faire de l'animation dehors, bah c'est quand même autre chose que le coloriage, la pâte à sel ou les colliers de perles, quoi, ou que les jeux et la vibration des murs et de l'intérieur. Donc ça m'a vraiment plu et j'ai continué hein, pendant 3-4 ans à faire de l'animation, des petits séjours, des vacances scolaires, des classes vertes et toujours avec ce bagage d'écologie de la fac de bio. Et puis aussi ce bagage naturaliste de mon BTS en gestion et protection de la nature. Et puis la cerise sur le gâteau, en parallèle de cette passion pour la nature et de l'animation, c'est que j'ai découvert il existait une formation de jeunesse et sport qui s'appelle Avant c'était un brevet d'État, maintenant c'est un BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. Et ben il existait ce BPJEPS loisir tout public qui est devenu éducation à l'environnement. Donc en un an de formation, j'ai pu combiner l'écologie, la pédagogie. Et là, ça a été magnifique. C'est la plus belle année de formation de ma vie, bah parce qu'en fait, elle était imprégnée à la fois de terrain et à la fois d'éducation populaire. Et on s'est régalé quoi, parce que j'avais 22 ans et on était 17 personnes à un stade de notre parcours où on savait déjà ce qu'on voulait transmettre à notre public. Et là, voilà, je me suis régalé et je me suis dit, elle est là ma voie, c'est de faire de l'animation nature, quoi, de m'orienter ça s'appelait EEDD à l'époque, éducation à l'environnement et au développement durable. Maintenant, on parle peut-être encore d'éducation à l'environnement ou de reconnexion à la nature, enfin peu importe quoi, mais c'est ça mon parcours, voilà, de la fac au BTS, au BPJEPS, au BAFA, et avec toujours bien sûr les formations parallèles pour nourrir la passion hein, et entretenir le réseau et les connaissances et développer l'expérience, voilà donc ça s'arrête jamais quoi, mon cursus il est encore vivant, actif, dynamique. Je vous raconterai tout à l'heure ma dernière formation en éco-psychologie, c'était magnifique. Mais j'ai ça dans mon bagage et je me sens du coup armé, confiant et légitime quoi face à ce nouvel horizon parce que c'est vrai que c'est assez nouveau toutes ces disciplines et moi j'avais besoin de me rassurer avec quelques diplômes ou avec un parcours. Donc ça, c'est fait, compétences acquises. Et aujourd'hui, du coup, tu as ta propre structure ou tu travailles encore dans des structures publiques ou privées ou... Oui, alors après un long cheminement associatif, j'ai fait le choix de créer ma structure
et d'être, comme on dit, indépendant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, j'ai choisi le statut d'auto-entreprise, voilà. Donc je suis auto-entrepreneur, c'est le statut le plus simple que j'ai pu mettre en œuvre pour répondre à des partenariats sur mon territoire. Et c'est tout nouveau d'être à mon compte et d'être indépendant. Voilà, c'est vraiment la première année complète que je viens de vivre. Sinon, les 15 dernières années, c'était vraiment un parcours associatif, des postes de salariat, de bénévolat ou de contrat volontaire. Mais ouais, j'ai fait un long parcours dans le milieu associatif. Ça m'a énormément enrichi, parce qu'on a travaillé en équipe, parce que je me suis nourri du collectif, de la présence des autres. J'ai trouvé de la confiance aussi. Et puis, c'était quoi le fil de mes structures? C'était la ville de Clermont, c'était vraiment au tout début, hein, le centre de loisirs. Après, j'ai fait quelques classes vertes, une association sur la côte rouennaise, dans la Loire, au bord de la Loire. Madeleine Environnement, c'est ça. Dans les monts de la Madeleine, c'est le nom d'une forêt là-bas. Puis après, je suis revenu dans mon Auvergne natale parce que je me fanais loin de l'Allier, hein. Et ah ouais, je voulais bosser dans un parc naturel régional qui s'est jamais créé. Dommage, hein. Il y a eu 5 ans d'études et de groupements de préfiguration pour la création de ce parc naturel régional et quelques élus à la dernière minute n'ont pas validé la charte, quoi. Donc mon projet c'était d'être animateur nature dans le parc naturel régional du Haut-Allier, mais puisqu'il n'existe pas, je suis venu quand même sur le territoire et je me suis dit comment être animateur sans structure qui puisse m'embaucher. Et en fait, on était déjà 3 ou 4 dans cette configuration-là, donc on a créé une asso. J'ai rencontré Fabien Arnaud, et il avait le profil EducPop, fédérateur, coordinateur d'asso, qui a permis la création d'une association qui existe encore dans ma vallée. Ça s'appelle Les Pieds à Terre, cette association, une association d'éducation populaire. Et j'ai œuvré 5-10 ans, j'arrive plus à savoir, peut-être 5 ans de salariat, plus quelques années de bénévolat pour cette association. Et puis au bout d'un moment, je me suis fatigué du volet, militant, engagement collectif et associatif. Et puis j'avais envie de me recentrer aussi sur des projets plus personnels, quoi. Il y a eu la naissance de ma fille, voilà, j'ai voulu du temps, avoir un peu plus de temps à la maison. Donc j'ai quitté l'asso et puis 2 ans après, ça m'a rappelé en fait. Je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais d'autre? Mais je peux pas faire autre chose que de l'animation. Et donc j'ai créé ma structure, voilà, en mon nom, hein. Du coup, j'ai pas choisi de nom commercial. À l'URSSAF, je déclare mes activités comme Pierre Ribert, animateur nature indépendant, je crois que ça s'appelle d'un point de vue administratif. Pour préparer cet épisode, tu m'as partagé les sujets qui te sont chers et de mon côté, j'ai passé du temps à te découvrir à travers ton site internet. Et il y a quelque chose qui ressort dans ton approche de l'éducation à l'environnement, c'est la place que tu accordes à la sensibilité de chacun et chacune à la nature. Alors c'est quoi cette sensibilité et pourquoi est-ce qu'elle est si importante ? Ah, la sensibilité, gros sujet, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Je pense que ça, c'est vraiment à la fois mon point fort et à la fois ma plus grande fragilité. Et je suis quelqu'un de profondément sensible, en fait. J'ai un cœur ouvert comme ça. Et du coup, c'est ma super botte secrète pour les enfants, quoi. Je suis un aimant, quoi. Vraiment, je crois que j'ai su garder mon cœur d'enfant et du coup, j'ai le feeling, quoi. Ça passe direct, quoi. J'ai beau être grand, barbu, je leur fais pas peur. J'arrive à me débrouiller dans une crèche, tu vois. Et donc, à ce volet sensibilité humaine, je suis quelqu'un de sensible. Ça, déjà, c'est pas toujours facile à assumer pour moi dans ma place de masculin. Et parlons-en, s'il te plaît. Parce que dans ce milieu-là de l'éducation, dans ce milieu-là de la petite enfance, de la pédagogie, de la relation aux autres et au monde, c'est bien rare de croiser des bonhommes, quoi. Enfin, alors heureusement il y en a, mais c'est en tout cas c'est nouveau, voilà.
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de mal à trouver des invités qui ont envie de venir parler de la place qu'occupe la nature dans leur cœur, dans leur vie, et l'éducation de manière générale. C'est principalement les femmes qui en parlent. Je sais pas, franchement, en termes de statistiques, s'il y a plus d'hommes que de femmes, si c'est juste les voix qui s'expriment différemment. Cette sensibilité, elle est genrée. D'ailleurs, est-ce que c'est une question qu'on peut soulever? Tu parles de la sensibilité des enfants. Est-ce que chaque être humain a une sensibilité en lui? Et oui, alors cette thématique du genre, je pense que elle est là la clé. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus dans cette voie de l'éducation, parce que je pense que c'est nouveau dans le cœur des hommes d'accepter cette sensibilité, de l'exprimer et ben de l'offrir au monde, parce que moi je suis des générations 1986 et encore malgré toute l'ouverture et l'amour de mes parents, j'ai reçu quand même une éducation genrée d'un point de vue socio-culturel. Enfin, tu vois, bah c'est un petit gars, un petit garçon, bah ouais, ok, d'accord, tu pleures pas, t'inquiète, ça va aller. Et j'ai encore vachement de mal moi aujourd'hui dans ma position d'homme masculin de d'accepter cette sensibilité quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des clichés, des archétypes du masculin et moi j'ai du mal de rétablir cet équilibre du yin et du yang à l'intérieur et parce qu'il y a cette sensibilité qui est féminine en fait, je crois, et féminine hein, d'un point de vue comment dire cliché ou acceptation sociale, mais elle est quand même dans le cœur des hommes en fait. Je crois vraiment en cette polarité moi où on a une part de masculinité, une part de féminité, et que si on veut être en paix dans notre relation au vivant, il faut rétablir et aligner ces polarités là quoi. Et bah dans le cœur des hommes, il y a encore de la marge hein, pour accepter le volet yin, comment recevoir, être à l'écoute, comment assumer sa part de sensibilité. Donc heureusement, ça se fait, bah, parce que tu vois, il y a eu une énorme marge d'évolution là les dernières décennies en termes d'éducation. Donc ben évidemment qu'il y a des hommes maintenant qui assument leur sensibilité dans leur boulot et heureusement qu'il y a des femmes qui arrivent brillamment dans des parcours de gestion de la biodiversité, dans des postes plutôt masculins de base qui sont là sur des chantiers de gestion de la biodiversité. Enfin, tu vois, donc il y a ça s'équilibre, mais doucement quoi. C'est pas encore profondément accepté, en tout cas dans les politiques ou les cultures actuelles de se dire les les femmes peuvent avoir ce pouvoir d'action et les hommes peuvent se complaire dans cette sensibilité-là aussi, quoi. Donc, c'est nouveau pour moi et j'essaye de le gérer comme je peux, mais je peux pas faire autrement que de l'affirmer. C'est-à-dire que j'ai beau essayer d'autres boulots, d'autres approches de la nature et du vivant, je reste quelqu'un de sensible et c'est la meilleure corde à mon arc, en fait, pour faire de l'animation et pour sensibiliser. Je rebondis parce que c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui. Hier, je me suis fait une remarque quand, pendant les 3 heures d'atelier dans les bois, il y avait des enfants qui étaient âgés de 3 à 10 ans et le groupe était parfaitement mixte. Il y avait autant de garçons que de filles. Et en les observant, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je m'étais jamais fait cette remarque. Mais c'est marrant, mais pendant les ateliers, il y a vraiment le genre n'existe plus. Dans les activités, dans les centres d'intérêt, il y avait autant de filles qui ont pris les vrilles pour aller faire des trous que de garçons qui sont allés jouer à la cuisine, à faire des soupes. Et dans un environnement naturel, le genre, il n'existe plus. En tout cas, il n'est pas stéréotypé comme on peut le faire, comme il peut être présent quand on est en intérieur, qui a des jouets, tout ça. Et c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui parce que ça m'a frappée hier en voyant justement ce groupe parfaitement mixte. Ils jouaient tous avec des âges différents. Cette question du genre, il en était pas question. Ça se ressentait dans leur manière de vivre le moment et c'est peut-être une des clés aussi pour que les choses changent profondément à l'intérieur, dans le cœur des gens.
Ah oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr que c'est une des clés. Et ça vaudrait le coup de porter ce regard précis là sur plusieurs ateliers parce que euh, moi je me suis amusé aussi comme toi pendant des ateliers dans mes caisses de dinette à glisser des truelles, des spatules ou bien des fouets de cuisine, des petites assiettes et des théières et des moules à gâteaux. Enfin voilà, tu vois, j'ai vraiment cherché à mélanger les outils de bricolage et les ustensiles de cuisine et de laisser ça en libre accès, quoi, pour voir justement. Et, euh, et je me suis fait la réflexion, attends, c'était à quel âge? Je me souviens, c'était sur une journée d'anniversaire en plein air, comme ça, où il y avait toute la patouille, la popote, la dinette accessible. Ça devait être pour l'anniversaire des 5 ans. Et je me suis dit, bah tiens, à 5 ans, c'est la première fois que je vois vraiment le groupe se scinder. Et j'ai vu les petits gars qui partaient avec la truelle, les outils de bricolage, et puis qui se sont mis à faire un ciment ou un torchis ou un enduit, voilà. Et des petites filles qui étaient à côté en train de continuer, ben je sais plus, la soupe ou la potion magique. Et pour la première fois, je me suis dit ah bah voilà, tiens il y a deux groupes quoi. Donc il doit quand même arriver un âge de l'enfance où ça se mélange plus ou alors ils ont besoin d'aller se conforter dans leur masculin ou leur féminin. Je dirais que ça doit être peut-être à 6 ans quoi où les garçons, les filles ont du mal à se côtoyer, à jouer ensemble ou alors ils ont besoin de jouer des rôles et mais en tout cas ce qui compte là-dedans, c'est de leur permettre d'accéder aux deux, c'est-à-dire de passer de la cuisine à l'enduit quoi ou du ciment à la potion magique, et c'est sûr, elle est là la clé. Pour en revenir à la sensibilité, les enfants ont cette sensibilité, elle est encore préservée. Je suppose que tu as souvent des adultes avec toi, que tu accompagnes quand tu accompagnes des familles, tu dois faire des animations avec des adultes. Comment est-ce que tu t'y prends pour éveiller ou toucher la sensibilité des adultes qui parfois est un peu enfouie? Moi j'aime bien le public adulte. C'est vrai que le grand public, c'est ma spécialité. Et alors pour accéder au cœur, au cœur des adultes et pour accéder à la sensibilité, je passe par la connaissance et la curiosité, quoi. C'est-à-dire que je respecte ce cheminement où je me dis, pour en arriver à des strates émotionnelles intimes et intérieures dans le corps et le cœur des adultes, et avant de venir toucher à cette sensibilité-là, j'aime bien passer par une approche un peu plus normée qui est celle de la connaissance. Parce que ben, je crois que dans notre rapport au vivant, il y a, il y a comme premier pas l'émerveillement, et puis, et non, il y a des gens qui sont coupés de leur sensibilité. Donc c'est vrai que l'émerveillement est pas toujours permis. Mais si on prend comme premier pas la connaissance, ça vient susciter la curiosité, qui ouvre ensuite la porte de l'émerveillement, et donc qui vient toucher au cœur, quoi. Donc je passe par la connaissance naturaliste, c'est ça mon secret. Et puis c'est aussi ça mon histoire, hein. C'est-à-dire que moi, je sais pas, j'étais coupé de ma féminité ou de ma masculinité, de mon aura sensible jusqu'au lycée ou à la fac. Et puis, du coup, pour arriver à la connaissance de la nature et au rapport à la nature, je suis passé par bah, les sciences naturelles, quoi. Un côté un peu brut et dur où on met des noms et c'est le milieu naturaliste en fait. Bah, c'est comme ça, c'est notre culture, quoi. On vit pas dans un pays où la nature elle est présentée sous cette facette de l'animisme. On est plutôt là dans un pays où on l'amène avec le naturalisme. Donc bah moi-même je suis passé par là. Donc j'ai coché ces cases là, des connaissances du vivant et bah c'est un bon outillage hein, franchement. Je trouve que c'est très intéressant de connaître la nature pour sensibiliser. Donc je mets la connaissance en avant. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui font la démarche de s'inscrire à un événement en nature, que ce soit un atelier, une animation, viennent chercher en grande partie, un contenu naturaliste. Elles ont envie d'apprendre à reconnaître le chant des oiseaux, reconnaître les plantes pour les cueillir. C'est un public qui est varié, avec des connaissances au départ qui ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que tu t'y prends pour adapter ton approche, pour adapter un contenu naturaliste ?
Ben, pour adapter le contenu naturaliste, moi déjà, je définis les attentes du public ou du territoire. C'est-à-dire que hier au resto, tu vois, le mec à la table d'à côté, il disait waouh, regarde un peu ce grillon. Et c'était une sauterelle, c'était une épipygère, celle qui a l'abdomen rayé, elle avait l'ovipositeur derrière comme ça, bien en épais. Et du coup, il en démordait pas que c'était un grillon. Et je lui dis, bah, tu sais, il y a un truc simple, en fait, c'est que les sauterelles, elles ont des antennes qui font la taille de leur corps, et les criquets, ils ont des antennes qui font la taille de leur tête. Et puis les grillons, ils ont plutôt un axe aplati, quoi, bon. Mais ils font tous partie de la famille des orthoptères, donc en un sens, normal qu'on puisse les confondre. Et puis paf, quoi, juste en te disant ça, bah t'inquiète, il a compris, quoi. Il s'est dit, ah bah ouais, c'est une sauterelle. Et, euh, et donc voilà, bah, je m'adapte. C'est même pas en animation, hein, tu vois, c'est la vie de tous les jours. On était à la terrasse d'un resto. Mon beau-frère la semaine dernière qui me demande, mais tiens, je vois des chevreuils. Ça sert à quoi un chevreuil dans la nature? Alors du coup, tu sais, j'en viens à la prédation, la relation proie-prédateur, les phénomènes de lisière, et puis la présence des herbivores qui, sur le fonctionnement d'une série végétale, permettent d'entretenir des milieux ouverts. Et bref, bah, je passe par là, quoi. Je passe par quelles sont les questions et ou quels sont les points phares en fait de la nature autour de nous. Qu'est-ce qui dans notre environnement proche nous interpelle ou nous interroge. Et ensuite, je capte mon public comme ça. Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir des connaissances naturalistes pour être relié au vivant? Je pense que pour se relier au vivant, les connaissances naturalistes, elles viennent de fait, quoi. Parce que si on veut se connecter au vivant, bon, ben, on a besoin de le vivre, de le comprendre, de l'observer, de s'imprégner. Et, euh, et alors, bah, quand on se met à être dans la nature, c'est sûr qu'il y a une connaissance qui s'établit. D'ailleurs, il est beau ce mot, une connaissance. Euh, une connaissance, c'est comme naître ensemble. Et bah, l'étymologie, ça me parle vraiment, quoi. D'ailleurs, tiens, connaissance, on peut s'attarder sur cette dimension-là. J'ai retrouvé l'étymologie du mot nature. Parce que je me suis dit, tiens, au fait, est-ce qu'il faut que je parle de vivant, de nature, d'éléments, de... Et je me suis dit, attends, ça veut dire quoi déjà le mot nature? Et j'ai retrouvé, ça explique, par sa racine latine du verbe nasci, N-A-S-C-I, le mot nature désigne ce qui n'en finit pas de naître et renaître. Et dans cette connaissance, eh ben, il y a naître avec la nature, quoi. Et la connaissance, je la vois, moi, comme le fruit de l'expérience. On est d'accord, hein? Parce qu'il y a une différence entre savoir et connaissance. On pourra détailler ça tout à l'heure si tu veux. Mais vraiment, bah, du coup, cette connaissance, évidemment, qu'elle est nécessaire. Puisqu'elle naît en nous, elle naît de la nature, elle vient en nous par l'expérience du vivant et par l'expérience de nature qu'on a et qu'on vit. Donc elle vient à nous quoi qu'il arrive. Et de l'avoir comme point de départ, moi, je trouve que c'est une bonne corde à mon arc. Donc voilà, je garde la connaissance comme point de départ. Alors du coup, quelle est la différence entre le savoir et la connaissance? Et ben voilà, super question. Et je crois que moi, je m'étais pas posé cette question avant l'année dernière en formation. Je ressors justement un carnet d'animation là où j'ai pris toutes mes notes d'une formation en éco-psychologie. Alors, on s'est retrouvé dans le Cantal avec l'association Moment Nature qui a fait venir Hervé Brugnot. Alors Hervé Brugnot, c'est mon héros, c'est c'est mon mentor du moment. Et il est venu amener l'éco-psychologie là au cœur de nos pratiques. On détaillera tout à l'heure si tu veux ce que c'est que ce courant de l'éco-psychologie, mais là je veux juste zoomer sur le point savoir et connaissance. Je retrouve des notes là prises rapidement et donc j'ai écrit, sûrement que c'est Hervé Brugnot qui venait de le dire. L'information, le savoir ne change pas les gens. La connaissance, oui, car c'est une expérience qui passe par le corps. Et il faisait référence ensuite à Louis Espinassou, qui dans sa pratique éducative, lui, parle du psychocorporel, voilà. Donc bon, je, je te lis pas la suite, mais... Ah si, je peux lire la suite. Attends, j'ai un paragraphe magnifique.
justement, à l'issue de cette matinée de formation, je vois que j'ai fait une note de synthèse. Et ben, c'était toujours sur cette notion de savoir et de connaissance. Et ça rejoignait aussi le rapport à la nature en tant qu'objet ou en tant que sujet. Et, euh, et je me suis mis un petit cœur sur mon carnet de terrain avec écrit nature égale subjectif. Passer de l'objet au sujet. Et alors je lis. Ce passage de l'objet au sujet, de l'objectif au subjectif, semble primordial. La nature devient sujet, on crée un lien. Nous sommes des êtres de relation avant d'être des êtres d'information. L'information, le savoir ne nous fait pas grandir ni évoluer. La connaissance, oui, car c'est le fruit de l'expérience. L'expérience passe par le corps, c'est un acte psychocorporel. L'expérience de nature devient une nécessité pour nous réintégrer profondément au cycle de la vie. Et voilà, il est magnifique ce paragraphe parce que il résulte d'une semaine de formation qu'on a vécue. Donc tu vois, je peux pas te dire vraiment de qui c'est, qui l'a dit, qui l'a écrit. Est-ce que c'est des citations regroupées? Je sais pas. C'est dans mon carnet de terrain. Merci pour ce partage. Il y a les sciences naturelles et c'est une porte d'entrée pour éveiller, toucher la curiosité des adultes. Tu t'arrêtes là? Tu t'arrêtes à voilà, un partage, une transmission d'informations sur la faune et la flore? Ou est-ce qu'il y a une étape après? Parfois, je m'arrête là. Tout dépend en fait de où veut aller le public ou l'adulte ou l'enfant en face de moi, quoi. Des fois, si c'est juste une conversation en quelques minutes, il y a le partage de connaissances, d'expériences ou de savoir qui va informer. Bon. Et puis parfois, il y a cette ouverture dans le cœur et dans le regard. Il y a cet intérêt dans la relation. Il y a cette transition dans la communication qui permet d'aller plus loin. Et puis évidemment que d'aller plus loin, c'est important parce que, d'expliquer qu'un renard mange des campagnols, ou, ou qu'un milan noir est charognard, ou alors qu'une hermine va croquer des mulots, c'est une bonne information. Mais, souvent on veut en savoir plus parce que ça interpelle, en fait. La nature, on a toujours envie d'en savoir plus et c'est ça qui est beau, c'est que même dans les cœurs les plus endurcis, mais ça fait parler, quoi. C'est que même dans mes conversations rurales et paysannes profondes ici en Haute-Loire, il y a toujours quelque chose à se raconter sur la vie d'une bestiole qui est à nos côtés, quoi. Donc, au-delà de la connaissance et de l'information, je me suis rendu compte que ce qui permettait vraiment d'intégrer l'information, c'était l'émotion associée ou le souvenir ou la sensibilité qui en ressort, quoi. Euh, Notamment chez les enfants. Voilà, c'est-à-dire que les enfants, tu peux leur dire 15 fois que un jeune saumon, ça mange du plancton. Tant qu'il n'y a pas eu une émotion, un souvenir, une expérience de nature ou une histoire associée, l'information elle reste pas, quoi. Donc ça marche aussi chez les adultes. Donc pour aller plus loin, c'est là qu'on touche au sensible. Mais alors c'est quelle sensibilité on met là-dedans? Moi j'y mets déjà une sensibilité naturaliste, c'est-à-dire que je raconte des histoires d'animaux. Ça touche, quoi. Ça touche et c'est déjà extérieur. On n'en vient pas à l'intimité de la nature humaine, quoi. On n'en vient pas vraiment aux émotions et à cette intériorité qui peut bousculer. Donc des belles histoires de nature, ça fait toujours du bien. Et justement, il me semble que tu es raconteur de saumon. Raconteur de saumon, oui, oui. Ah, c'est un enfant qui a dit ça. C'est que je sais plus pourquoi. Il y avait un jour lors d'une de mes animations, le thème du saumon qui arrivait fatalement, parce que c'est quand même l'animal totem de la vallée, quoi. Vous allez voir. Et cet enfant, plus loin en ville, à Langeac, il rencontre je sais plus qui d'autre, qui lui dit ah oui mais Pierre, le raconteur de saumon. Et donc cette personne me dit tiens, selon cet enfant, t'es raconteur de saumon. Et je dis voilà, parfait, quoi, c'est ça, elle est là l'histoire. Parce qu'en fait, raconter la vie du saumon, mais ça touche, quoi. Je veux dire, de se dire qu'à Pâques, à chaque année, il y a des saumons qui reviennent ici à 1000 kilomètres de l'océan où on est. Mais c'est quand même fou cette histoire de migration. Alors les hirondelles, c'est admis.
ok, une hirondelle a fait le printemps, tout le monde est au courant, tu vois. Mais sauf que le saumon, bah, il y en a plein autour de chez nous qui se disent, ah ouais, attends, mais le saumon, il reste pas comme une truite là toute l'année. Ben non, il part au Groenland le saumon, tu vois, et il revient à Pâques. Et cette histoire, elle est complètement délirante. C'est le cycle du saumon, ça dépasse l'entendement, quoi. Et raconter des histoires de saumon, et là, ça touche au cœur, quoi. Là, ça interpelle, quoi. Là, j'en ai fait vriller plus d'une ou plus d'un avec des histoires de saumon. Du coup, ça m'intrigue beaucoup. Je connais très peu la vie des saumons, donc tu vois, rien que de le dire comme ça, moi, ça éveille une curiosité. Oui. Mais en plus, là où on a des ponts, chez nous, qui traversent l'Allier, il y a écrit, bah, tu sais, il y a toujours écrit le nom d'une rivière. Là, t'as un panneau noir avec écrit en blanc, la Lagnon, l'Allier, la Dège, enfin bref. Et nous, sur nos rivières, il y a écrit, bah, l'Allier, rivière à saumon. Parce que c'est un enjeu naturel, culturel, patrimonial, historique, tout ce que tu veux, tu vois. Enfin, le saumon, depuis la nuit des temps, il remonte les cours d'eau, quoi, et il arrive en Auvergne. Et il y a ça sur tous les panneaux. Mais sauf que, je sais pas, c'est devenu, un élément du quotidien où les gens finalement se posent plus tellement de questions, quoi, jusqu'à ce que tu te fasses un micro-trottoir sur un pont à dire, bah tiens, vous avez vu, il y a écrit rivière à saumon, est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus? Mais alors là, les gens, bah ils sèchent, quoi, parce que qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, le saumon, attends, tu veux dire le saumon fumé? Non, le saumon. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient déconnectés aussi de la nature et de cet animal-là. Ben, je sais pas, parce qu'il y a une transmission qui avait pas été opérée, quoi, de génération en génération, quoi. À l'époque de mon arrière-grand-père, c'est clair que ils allaient pêcher le saumon à Pâques, et t'inquiète qu'ils savaient bien à quelle saison le saumon allait passer par là, parce que derrière, t'organisais un baptême, une fête, un mariage, et puis ça venait nourrir toute la famille, quoi. Et puis, bah, tu vois, la demande mondiale en saumon fumé n'a fait qu'augmenter, et puis, bah toi comme moi, on est des générations supermarchés où on a vu arriver du saumon fumé au même prix que du jambon d'Espagne. Et finalement, ben, les gens ont vu le saumon se banaliser en termes de consommation d'aliments, je veux dire par là. Et puis, ben, aujourd'hui, le saumon de l'océan ou de nos cours d'eau, parce qu'il revient, il fait les deux. Il va dans l'océan et en eau douce. Ben, il représente plus grand-chose, quoi. Et moi, je me fais porte-parole de ce saumon pour deux raisons. Déjà parce que je suis touché, quoi, par la présence de cet animal dans la vallée, et puis aussi de manière plus pragmatique et professionnelle, parce que dans le village où je vis, à Chanteuge, il y a quand même le Conservatoire national du saumon sauvage. C'est un projet européen pour le repeuplement, la conservation du saumon. Et il leur fallait un pédagogue dans l'équipe. J'ai dit, bah banco, j'arrive, je vais vous raconter la vie du saumon, moi. Et cette année, j'ai accueilli 1300 personnes pour raconter la vie du saumon. Waouh. Et alors, t'as vu des yeux ébahis? Bah ouais, elle est là toute la subtilité, quoi. C'est que les gens, des fois, ils arrivent au conservatoire. Alors, tu vois, faut s'imaginer un projet européen, donc quelque chose d'assez froid, politiquement, on comprend rien. Et puis même le bâtiment lui-même, c'est comme une pisciculture géante, quoi, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, un truc, bah les gens, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas où ils mettent les pieds. Il y en a qui poussent la porte, qui viennent dire, ah bah tiens, j'achèterais bien du saumon fumé. Alors là, on leur explique, bah en fait non, c'est-à-dire que si le saumon, bah il y en a presque plus, il a du mal à remonter le fleuve, la Loire, il a du mal à retrouver aussi les affluents sur l'Allier, donc on est là pour relâcher des alevins dans les rivières, pour faire en sorte que le saumon, que les populations de saumon reprennent un petit peu de l'élan et bah, pour leur faciliter la vie. Et derrière, il y a une visite guidée d'1 heure et demie. Et donc moi, j'entraîne mon public sur un parcours qui va de salle en salle, on traverse toutes les unités du bâtiment, on fait le tour dehors à la rivière, et puis là, tout doucement, on pose les éléments de compréhension, quoi, sur, d'accord, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que c'est le saumon, comment il vit, le cycle de vie, les enjeux de gestion, et puis on en arrive à des affaires écologiques et géopolitiques d'aujourd'hui, quoi, sur la vie du saumon. Et là, effectivement, c'est un super bon exemple de, ok, le public arrive, curiosité naturaliste, allez, c'est ça le saumon, on donne des éléments de compréhension, et derrière, on peut raconter des histoires mais sur son rôle, quoi, c'est-à-dire à quoi ça sert un saumon sur cette planète, ouais, vraiment, quoi, quelles interactions il y a dans cet écosystème avec les autres êtres vivants, quoi. Et là, on prend la mesure
de la subtilité des cycles du vivant. C'est là qu'on prend la mesure de à quoi ça sert un saumon. Et là, du coup, c'est clair que là, on touche au cœur, quoi. Et la prise de conscience, elle opère à cet instant-là. Et tout à l'heure, tu parlais justement de l'émerveillement. Quand on aborde des sujets comme ça, si peu communs, finalement, des choses on n'entend pas parler, de la vie des saumons, et ben c'est un moyen de susciter cet émerveillement, pardon. C'est un moyen de susciter cet émerveillement. Les choses qu'on voit très couramment, ça devient, on l'a plus cet émerveillement, sauf quand on l'entretient. Mais je sais pas, quand on voit une coccinelle, c'est mon animal totem, donc c'est en général celui qui me vient toujours. La coccinelle fait partie des quelques insectes qui ont tendance à émerveiller facilement. Mais d'autres, je sais pas, une mouche, est-ce qu'on s'intéresse à la vie d'une mouche, tu vois? Pas du tout. Mais ce sera très difficile de, comment dire, un adulte de lui-même, s'il a perdu cet émerveillement qu'il a peu et il ne s'émerveille que de choses extraordinaires qui sortent de son quotidien, et ben, aborder des sujets tels que les saumons qui remontent les rivières et qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler, ça suscite l'émerveillement. Et donc c'est une porte d'entrée incroyable. Et oui, ça aide. Heureusement qu'on a des espèces merveilleuses qui nous émerveillent. Mais enfin, pourquoi cette hiérarchie du vivant ou de l'émerveillement? C'est vrai que on devrait pouvoir s'émerveiller de la plus ordinaire, de nos formes de vie autour de nous. Et sauf qu'on est dans une culture de l'extraordinaire. C'est clair que là, eh ben, pour rivaliser des séries Netflix, si t'arrives avec les moustiques ou les papillons de nuit, tu vois, ou si t'arrives avec le chevesne ou la tourterelle, d'un coup, ça émerveille moins, quoi. Donc, bon, la subtilité, enfin, le rôle de pédagogue, en tout cas, c'est comment euh, créer un émerveillement, même avec de la nature ordinaire. Et c'est pour ça que la connaissance naturaliste, elle m'aide beaucoup, parce que quand on s'intéresse à la vie d'un animal ou d'une plante, la plus ordinaire qu'elle soit, et ben, il y a toujours une source infinie d'émerveillement là-dedans, parce que le cycle de vie, tout simplement, c'est merveilleux, quoi. Et on trouve toujours une anecdote, un récit, une petite, euh, une petite spécificité, quoi, du vivant qui va permettre de nous émerveiller. Mais je suis d'accord que ça marche pas avec tout, quoi. Émerveiller les adultes avec des pigeons, c'est pas simple. Et quoi qu'encore, tu vois, si t'amènes le fait que dans le cerveau d'un pigeon, il y a des cristaux qui s'orientent avec les champs électromagnétiques, et que c'est ça qui permet au pigeon de s'orienter dans sa migration, et de fait qu'on en a fait des pigeons voyageurs, et donc que le pigeon, quand il ferme les yeux, a toujours une tache violette à l'endroit où le nord, où les champs de force invisibles du champ électromagnétique terrestre convergent, le saut, bah, le pigeon, il lit ça. Donc, tu vois, ah bah ouais, paf, d'un coup, on s'émerveille, quoi. Et elle est là, la subtilité d'aller chercher dans la vie des espèces, qu'est-ce qui peut nous émerveiller. On parle de vivant et de nature. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur l'emploi de ces mots. On a fait la différence tout à l'heure entre savoir et connaissance. Tu le disais, effectivement, vivant, ça exclut certains éléments naturels. Et moi, je me suis posé la question pendant un moment de ce que je mettais justement derrière vivant, parce que en plus, dans la définition scientifique de vivant, la roche n'est pas vivante, mais c'est quelque chose qui est mouvant. Est-ce que toi, tu as des mots particuliers que tu aimes employer? Est-ce que tu fais attention à l'usage des mots que tu emploies quand tu es en animation par rapport à tout ce champ lexical autour de la nature, l'environnement naturel, le vivant? Et est-ce que tu les définis? Euh, j'ai fait en sorte d'utiliser des mots simples pour que les conversations et les échanges restent fluides. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je continue de parler de nature. Parce que c'est admis, quoi, dans notre culture, justement. Euh, alors c'est un peu dommage d'en arriver à un terme de nature qui soit dissocié de la culture. Ça, c'est vrai que je suis d'accord avec ça, quoi. Bon. Euh, mais je fais avec, parce que c'est des siècles, tu vois, c'est un héritage ontologique fort, quoi. C'est que c'est difficile de redéfinir un concept, un mot, un rapport
au vivant ou à la nature comme ça sur une simple décision. Donc je parle de nature parce que j'arrive à l'associer à la nature humaine. En fait, pour moi, tu vois, il y a vraiment la nature sauvage, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, la nature indomptée, la nature en dehors de nous, là autour, et il y a la nature humaine. C'est beau que ce terme existe, la nature humaine, et donc c'est bien la preuve aussi que cette nature, elle est en nous. Et c'est pour ça que moi, je continue de parler de nature. Je suis pas fâché avec ce terme. Même quand j'ai réfléchi à comment communiquer, par exemple sur les réseaux sociaux. Il fallait un nom de page ou de statut. Enfin voilà, il y a un an, pour une formation, j'ai dû, pour la première fois, créer un compte Facebook et un compte Instagram. Et j'étais vraiment un dinosaure là-dedans, quoi. J'avais réussi à attendre mes 34 ans sans avoir jamais fait des réseaux sociaux. Et bon, je me suis dit, ah, comment je m'appelle? Bon, je m'appelle Pierre Ribert, ok, c'est mon identité. Je dis, bah ouais, mais comment j'appelle mon volet professionnel d'animation nature, quoi. Tout existait déjà, en plus. Et je me suis dit, bah tiens, je vais l'appeler Nature. Nature quoi? Naturalier. Ça me rappelait animalier, ça me rappelait et puis dedans, il y avait l'Allier, mon fleuve amour, quoi, ma rivière, ma vallée du Haut-Allier, c'était là, la nature alliée. Et il y avait ce lien, la nature alliée. Alliée à quoi? Alliée à la culture. Et ça, moi, c'est vraiment mon horizon. C'est comment allier nature et culture, quoi. Je crois que c'est là mon chemin de vie, c'est comment venir un peu pacifier, harmoniser la nature et la culture. Parce que je me sens beaucoup plus proche de la nature que de la culture. J'ai énormément de mal à faire monde commun, même avec des humains qui m'entourent, quoi. Et ok, je suis fervent représentant, défendeur de la nature, mais en fait, il faut composer avec la culture. C'est-à-dire que pour que la nature soit protégée en bas de chez moi, pour éviter aux paysans d'à côté, pour lui expliquer que le gyrobroyeur en pleine canicule, c'est pas super sur les deux arbres qui restent sur la berge. Ok, il faut faire avec cette culture-là, quoi. Il faut ramener la nature dans la culture. Donc moi aussi, je suis un peu schizo là-dedans. Je me dis, ok, qu'est-ce qui relève de la nature et de la culture? Donc, j'ai pas le fin mot de l'histoire parce que je crois que personne l'a. C'est une tendance actuelle qui me plaît beaucoup d'aller lire chez Baptiste Morisot ou tout à l'heure j'attraperai un livre et je viens, oh bah tiens, je l'ouvre pile, j'ouvre ce livre que j'ai devant moi et j'arrive pile à la bonne page. Et il y a Catherine Larère, alors je la connais pas, une philosophe. Et elle explique que la notion de nature n'est pas universelle, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une catégorie occidentale que cela nous condamne jusqu'à un certain point à y rester attaché. On ne change pas d'ontologie ni de façon de s'exprimer sur simple décision. Le naturel ne s'oppose pas tant au social ou au culturel qu'il n'aide à le caractériser. Du coup, ça nous fait une parfaite transition. Tu nous disais tout à l'heure que tu as récemment fait une formation sur l'éco-psychologie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'éco-psychologie, comment c'est venu à moi? C'est venu... Et oui, c'est venu par une personne en fait, hein. C'est toujours pareil, moi je crois vraiment que c'est dans la qualité de la relation. C'est vraiment dans le caractère humain, quoi. En fait, c'est pas tellement une activité, un programme d'animation ou un thème qui nous appelle, c'est la qualité de la personne qu'on a en face, quoi. Et je me souviens dans mon cursus d'animateur, quand j'étais salarié associatif au pied à terre à Chiac, on avait les rencontres du réseau Éducation à l'environnement Auvergne. Voilà. Tout à l'heure, on reviendra sur tous ces réseaux et on se les mettra en lien aussi sous ce podcast, que ce soit les frênes, les graines, les réseaux EEDD, etc. Et bref, dans ces réseaux d'éducateurs, de pédagogues, d'animatrices, une fois par an, nous on se rencontre en Auvergne, voilà. Et il y a des thématiques, des invités, des ateliers. Et j'ai fait la connaissance d'Hervé Brugnot. Et ce qui m'a plu chez Hervé Brugnot, c'est que dans sa posture d'animateur nature, un vieux de la vieille, tu vois, faut t'imaginer un mec de peut-être 40-50 ans qui a roulé sa bosse et aujourd'hui qui touche à des sujets là qui moi à 30 ans m'émerveillaient complètement, quoi, et qui touchait à la spiritualité. Et c'est la première fois où justement ce thème-là,
cette valeur profonde qui caractérise l'humanité, était amenée dans la sphère pédagogique. Et la problématique, enfin l'enjeu, c'était comment intégrer ce sens du sacré, cette spiritualité, sans aucune connotation religieuse, on est d'accord, hein, mais c'est comment intégrer ce rapport plus que sensible, disons spirituel à la nature. Comment l'amener dans les classes, dans les projets pédagogiques. Et alors Hervé Brugnot, il avait deux, trois clés, deux, trois astuces pour amener la spiritualité, le sacré, la sensibilité dans les programmes pédagogiques de l'éducation nationale. C'est qu'il est arrivé avec l'éco-psychologie. Et moi, je connaissais même pas il y a 5 ans, quoi. L'éco-psychologie, je me suis dit, mais c'est quoi ce terme? Moi, j'ai commencé à chercher comment les anglo-saxons ont amené ça ici. Et puis, qu'est-ce qu'on y met derrière, en fait? C'est quoi ce mot? L'éco-psychologie, c'est juste des pédagogues qui sont allés voir dans d'autres cultures ce qui caractérise le rapport à la nature. Et il y a des peuples premiers, des peuples racines, qui sont tellement connectés à la nature que il n'y a pas de dissociation nature-culture, que leur culture fait partie de la nature. Et des pédagogues, mais pas seulement des pédagogues, toute une équipe d'anthropologues, d'aventurières, de philosophes, d'exploratrices sont allés voir ces peuples et ont interrogé ce rapport culture-nature et puis pour le mettre en œuvre et puis pour vulgariser, pour communiquer, ils sont arrivés avec ce concept d'éco-psychologie. Ça veut dire l'éco-psychologie, c'est quels sont les liens qu'il y a entre la nature en nous, la nature humaine, et la nature autour de nous, la nature extérieure. C'est comment restaurer, entretenir ce lien. C'est comme ça que je pourrais définir l'éco-psychologie. Et ce mot, il passe crème, quoi. Éco-psychologie, c'est quand même autre chose que chamanisme ou rites ancestraux ou culture animiste. Enfin, je veux dire, quand on doit établir un programme de cycle 1, 2 ou 3 et qu'on pose l'éco-psychologie, ça passe, quoi. Mais en fait, c'est jouer sur les mots entre les sciences et la culture, comment faire que cette sensibilité soit admise, quoi. Et l'éco-psychologie, ça a été une bonne corde à mon arc, justement, pour légitimiser cette sensibilité. J'aimerais retrouver dans ma lecture du soir, là, j'ai ce livre sous le coude que je suis en train de lire et qui définit l'éco-psychologie, justement. Alors, le livre du moment s'appelle « Réenchanter notre relation au vivant, éco-psychologie et éco-spiritualité », écrit par Michel-Maxime Heger. Bon, alors c'est vraiment, tu sais, je lis ça le soir, j'ai un surligneur, et puis je froisse les pages, je surligne, je relis, j'intègre, j'y reviens. Si on se retrouve dans un mois, ça sera un autre livre, quoi. Mais le passage d'hier soir m'a plu, je me suis dit, je pourrais le partager avec les auditrices et les auditeurs d'aujourd'hui. Il y a une définition de l'éco-psychologie, selon Michel-Maxime Heger. À travers l'union de l'écologie, de la psychologie et de la spiritualité, l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité visent à réharmoniser en profondeur les relations entre les êtres humains, la Terre et tous les êtres qui l'habitent, dans une ouverture au mystère sacré du plus grand et de l'autre que soi. Réaliser cet objectif revient à entendre les clameurs de la Terre et les cris des pauvres, à répondre à l'appel des générations futures, mais aussi à entrer dans un mouvement infini de la vie. Fin de la citation. Alors des livres comme ça, je suis revenu de ma formation éco-psychologie avec 5 références, tu vois. Le prochain, je sais pas si vous aussi, là, les auditrices et les auditeurs, vous avez des livres en auto-lecture, quoi. Genre une pile de livres dans un coin de la maison où on se dit, je vais les mettre pas loin de moi, des fois que l'information, elle rentre sans que j'ai à le lire, quoi. Et en ce moment, moi, sur ma table de chevet, à côté de ma table de chevet, j'en ai 10, quoi. Et dans le prochain livre, il y a celui de Frederica Van Ingen. Et alors, j'ai hésité entre 4 livres, quoi. C'est pour vous dire l'autrice à quel point elle m'a inspiré, quoi. Mais j'en ai acheté 2. J'ai acheté 101 façons de se reconnecter à la nature et un second livre, toujours de Frederica Van Ingen, Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui. Alors celui-ci, je crois que c'est la bible de l'éco-psychologie, quoi. Parce que il regroupe les expériences de
d'une douzaine de passeuses de nature et de passeurs de nature qui viennent relater dedans les enseignements et les expériences qu'ils ont ramenées de leurs explorations auprès de d'autres peuples, quoi. Mais celui-ci, il est à lire. Je l'ai pas encore lu, mais je sens que déjà, il infuse, il vibre. Si on se rappelle dans un mois, je crois qu'il y aura de bonnes citations à en extraire. Merci pour toutes ces références. Ça fait des livres à rajouter sur la pile à lire, effectivement. Pierre, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on enregistre. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, auxquels tu tenais vraiment ? J'aimerais donner un petit conseil aux auditrices, aux auditeurs qui écouteront ce podcast, qui soient des parents, des curieuses ou curieux de nature, des animatrices ou animateurs. C'est vraiment d'aller vers la plus simple curiosité du vivant au quotidien, d'essayer de nommer les animaux ou les plantes qui nous entourent et d'en savoir plus derrière ce nom, qu'est-ce qu'il y a comme comportement. Alors, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la Hulotte ou la Salamandre, des petits magazines que je reçois chez moi et qui font le point sur la vie des animaux. Ce qui m'aide beaucoup, c'est le chant des oiseaux, parce que ça, c'est omniprésent. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir la LPO, j'ai rencontré 2-3 fans d'ornithologie qui m'ont copié-collé des dossiers de chants d'oiseaux en .mp3 que j'ai mis dans mon téléphone. Et en fait, à chaque matin, je me réveille avec un chant d'oiseau. Et c'est génial, parce que du coup, en alarme, je fais changer la sonnerie, tac, ce matin, je me suis choisi la grue. Je me suis dit, tiens, la grue cendrée, cette saison, elle va passer. Puis en fait, c'était trop agressif. Je me suis dit, non, je vais pas me réveiller demain avec le chant de la grue. J'ai mis le 5 le plongeur. C'était doux, cristallin, fluide, harmonieux. Et ça marche, quoi. C'est-à-dire que tous les matins, à se réveiller avec un chant d'oiseau, ou alors quand un tel t'appelle avec la sonnerie du rouge-gorge ou du troglodyte, t'inquiète que tu fais vite la différence. Puis du coup, après, ça éduque l'écoute. Et là, dans la nature, on commence à affiner les sens, quoi. Donc il y a des petits éléments comme ça de curiosité qu'on peut mettre en œuvre dans son quotidien, quoi. Que ce soit des chants d'oiseaux ou de la présence d'un lézard ou d'un moineau, mais vraiment de s'interroger autour de nous, qu'est-ce que ces animaux ont à nous dire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme animal autour de chez nous, d'en faire une enquête, quoi, d'approfondir le sujet. Parce que au-delà du nom ou de la présence de l'animal et du vivant, il y a cette histoire que la nature peut nous raconter. Et pour les enfants, et même pour les adultes qu'on est, c'est une source d'émerveillement infini, quoi. On n'a jamais fini d'aller comprendre d'où viennent les chevreuils, pourquoi ils étaient plus là, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'il y en aura plus, qui est son prédateur, et puis ce lézard, pourquoi il a sa place ici, où est-ce qu'il dort l'hiver, et alors cet insecte, tiens, c'est vrai que je l'ai pas vu de l'automne, où est-ce qu'il se cache, enfin voilà. Donc moi, j'incite vraiment à aller se approfondir cette connaissance et d'aller s'inspirer des autres personnes autour de nous, aller vraiment fouiller dans les réseaux, les associations autour de chez vous, les institutions, les structures pour créer du lien, parce que ça aussi c'est la clé. Merci Pierre pour tout ce que tu nous as partagé. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.